Lors de l'ouverture du testament, le son qui m'a le plus frappé n'était pas la voix du notaire, mais le rire de mes parents lorsqu'ils ont remis à ma sœur un chèque d'une valeur supérieure à celle d'un appartement parisien, puis une pièce d'1 € a glissé vers moi, froide et moqueuse, tandis que mon père ne clignait même pas des yeux en disant « Va gagner ta propre vie », et que ma mère affichait un sourire en coin, presque satisfaite d'elle-même, ajoutant que certains enfants n'étaient tout simplement pas à la hauteur. Personne n'a contesté, pas même ma sœur, et je suis restée silencieuse, les mains posées sur la table, tandis que le notaire hésitait au-dessus d'une lettre scellée que mon grand-père, Henri, m'avait laissée, juste assez longtemps pour faire vaciller le sourire de ma mère. J'avais l'habitude de penser que le silence était simplement ce qui restait dans une pièce quand les gens en sortaient, mais en grandissant, j'ai appris qu'ils pouvaient s'asseoir à côté de vous, même quand toute la famille était à table, remplissant les assiettes et se passant les plats par-dessus vos mains comme si vous n'étiez pas là. À 8 ans, j'ai compris comment fonctionnait l'invisibilité, ce n'était pas que personne ne vous voyait, c'était qu'ils faisaient semblant de ne pas vous voir. Je me souviens d'un après-midi de fin d'automne, avec cette même lumière froide qui se déverserait plus tard sur la table du notaire, où ma mère arrangeait les trophées sur l'étagère du salon, astiquant chaque plaque en laiton avec la manche de son pull en cachemire. Tous appartenaient à Chloé, médaille de concours d'éloquence, prix de conservatoire de piano, une plaque en verre avec son nom gravé en lettres élégantes, tandis que mon propre ruban bleu, gagné lors d'un concours scientifique départemental, restait plié au coin d'une table basse, sans cadre ni éclat. À la fin de la soirée, il n'était plus là. Mon père disait toujours des choses comme « Concentre-toi sur les vraies réussites », tout en tapotant l'épaule de Chloé, lui disant quel stage prestigieux elle obtiendrait ou quelles grandes écoles l'accepteraient, mais il me parlait différemment, moins comme à une fille que comme à une remplaçante, celle censée gérer ce que personne d'autre ne voulait faire, promener le chien, nettoyer le jardin, rapporter les objets oubliés. « Tu es stable, Camille », m'a-t-il dit un jour, comme si la stabilité était un lot de consolation. La seule personne qui ne me parlait pas ainsi était mon grand-père, Henri, dont la voix était lente et patiente, comme s'il me laissait décider si ces questions méritaient des réponses. Il m'emmenait à sa maison du lac le week-end, où l'odeur du vieux bois et le clapotis calme de l'eau contre le ponton s'installaient en moi. Il gardait 2 cannes à pêche, une neuve et une sculptée avec ses initiales, et me tendait toujours la sculptée en me disant que les gens prêtaient attention aux mauvaises choses, qu'ils regardaient la surface et non le courant en dessous. Ces après-midi étaient les seuls moments où je me sentais vue, assise avec nos lignes dans l'eau, laissant le vent modifier les reflets, et il ne demandait jamais pourquoi j'étais si calme car il comprenait déjà. Une fois, il a pointé du menton un oiseau perché sur la rambarde, ses plumes ébouriffées par la brise, et m'a dit « Observe assez longtemps et tu remarqueras ce que les autres manquent », me donnant sans que je le réalise alors la compétence même qui manquait à ma famille, la capacité de lire entre les actes et de traquer la vérité dans les moindres détails. Lors de vacances d'hiver, quand Chloé a remporté un autre prix, mes parents ont organisé un dîner où les amis ont rempli la maison de voix fortes et de parfums lourds. Je me tenais dans le couloir, portant les manteaux vers le vestiaire, quand j'ai entendu ma mère rire doucement en passant près de la salle à manger, de la même façon qu'elle le ferait chez le notaire des années plus tard, disant à un invité « Camille va bien, elle n'a pas besoin de grand-chose », une phrase qui est restée avec moi plus longtemps que n'importe quelle dispute, car c'était le moment où j'ai compris que dans cette famille, n'avoir besoin de rien signifiait ne méritait rien. Ce n'était pas de la cruauté, ils croyaient simplement à leur propre histoire sur qui méritait quoi. Je suis retournée à la maison du lac le lendemain matin, où mon grand-père triait déjà ses boîtes de pêche sur le ponton, et quand il m'a vue, il n'a pas demandé pourquoi j'étais venue tôt, il m'a juste tendu la canne sculptée et a attendu que je m'assoie près de lui dans l'air froid, face à un monde honnête d'une manière que ma maison ne l'était jamais. C'était le jour où j'ai appris ma place dans la famille et réalisé que je devrais un jour choisir d'y rester ou non. Le matin après la lecture du testament, la maison semblait fausse, trop lumineuse et trop agitée, mes parents se déplaçant dans la maison du lac comme des géomètres, ouvrant les tiroirs et soulevant les cadres, parlant de chiffres comme si le deuil était une catégorie comptable. Je me tenais près de la fenêtre, regardant le givre fondre sur la rambarde, essayant de faire taire l'écho de leur rire de la veille, quand Chloé est entrée avec une tasse dans laquelle elle ne buvait pas, flottant à côté de moi comme si elle voulait dire quelque chose de significatif sans risquer de choisir les mauvais mots. « C'est un choc pour nous tous », a-t-elle murmuré, les yeux fixés sur son reflet dans la vitre, se centrant sur elle-même même dans le réconfort.
Mon père est entré ensuite, portant une pile de dossiers du bureau de mon grand-père, les posant sur la table et feuilletant les pages avec la propriété désinvolte de quelqu'un convaincu de tout mériter, disant « Nous allons trier cela », en voulant dire qu'il le ferait, son regard glissant sur moi comme on regarde un porte-manteau, ajoutant que ma sœur gérerait la plupart des responsabilités. Ma mère suivait, triant des enveloppes et fredonnant un air inconnu, et quand elle a atteint la petite pile laissée pour moi juste l'euro, la lettre scellée et une clé, elle a marqué une pause assez longue pour que le silence s'épaississe, puis sans lever les yeux, elle a délivré la phrase qui a tout verrouillé, « Va gagner ta propre vie », sans chaleur, sans hésitation, juste un verdict. Chloé a changé de pied, mal à l'aise, et mon père a fait semblant de relire un document, le seul son étant le craquement lointain du ponton s'installant dans l'eau froide. Je n'ai pas répondu, ma main se serrant autour de l'enveloppe scellée, son poids soudain plus lourd que tout ce qu'ils avaient réclamé pour eux-mêmes, car pour la première fois, j'ai réalisé qu'ils ne me négligeaient pas, ils m'effaçaient, et ils s'attendaient à ce que je les laisse faire. J'ai quitté la maison du lac avant que quiconque ne le remarque, sans claquer de porte ni dire au revoir, juste le clic doux du loquet derrière moi, l'air extérieur portant une fine pointe d'hiver assez vive pour me garder stable alors que je marchais vers ma voiture. J'ai posé l'enveloppe sur le siège passager et conduit vers la ville, les arbres flous formant une ligne sourde, chaque kilomètre desserrant l'étreinte de leur voix. À la petite auberge près de la crête, un endroit où mon grand-père et moi nous arrêtions pour un chocolat chaud, je me suis enregistré sans donner de raison, et la propriétaire, Rosa, a reconnu mon nom mais n'a posé aucune question, me tendant une clé et me désignant une chambre calme au fond, un véritable cadeau, 4 murs qui n'exigeaient rien de moi. À l'intérieur, j'ai posé mon carnet sur le bureau et ouvert l'enveloppe contenant une clé, une courte lettre de la main de mon grand-père, une série de chiffres et une ligne en dessous, commence là où la vérité a été tordue d'abord, sans autre instruction ni explication, juste assez pour m'attirer dans les coins sombres qu'il avait toujours laissé entendre, là où les apparences avaient remplacé l'honnêteté dans notre famille bien avant que je n'en comprenne le coup. J'ai lu la lettre 3 fois, traçant chaque boucle de son stylo, puis j'ai ouvert mon carnet, noté les chiffres et les ai passés au crible de tous les modèles auxquels je pouvais penser, date, entrée, évaluation. Finalement, les colonnes se sont alignées d'une manière qui n'avait de sens que si l'on savait pourquoi quelqu'un cacherait certains paiements et en gonflerait d'autres, et je le savais. J'ai allumé mon ordinateur portable et commencé le travail que je connaissais le mieux, calme, méthodique, précis, vérifiant les documents archivés liés à l'ancienne entreprise de mon grand-père, comparant les notes avec les dépôts publics, cartographiant le flux des paiements qui ne correspondait jamais au calendrier officiel. Quand quelque chose ne s'alignait pas, je mettais un code couleur, quand quelque chose se répétait, je l'encadrais en rouge. Les heures passaient comme des minutes, sans fureur ni larmes, juste de la clarté, car la vérité ne se cachait pas, elle était là, bien en vue, attendant quelqu'un qui n'était pas investi dans l'illusion pour regarder vraiment. En fin d'après-midi, le carnet était à moitié rempli, des motifs émergeaient, tout comme des mobiles, un ensemble particulier de paiements, des montants arrondis toujours juste en dessous des seuils qui déclencheraient un examen, apparaissaient encore et encore sous une société écran que mon père avait un jour conseillée. Je me suis adossé à ma chaise, laissant le poids de la chose s'installer, sans surprise ni même déception, juste la confirmation de ce que le silence chuchotait depuis des années. J'ai tracé une ligne sur une page vierge, puis j'ai commencé à assembler une chronologie date, lieu, signature, incohérence tout fondée sur des documents publics ou les matériaux que mon grand-père avait cachés dans son bureau, sans accusation ni spéculation, seulement des faits arrangés assez proprement pour qu'ils parlent sans interprétation. Je n'avais pas besoin de les combattre, la vérité pouvait le faire toute seule. Quand le soleil a plongé derrière les collines, j'ai sorti le deuxième objet de l'enveloppe, la clé, sachant exactement à quelle porte elle appartenait, le cabinet verrouillé sous son bureau, celui qu'il touchait toujours avant de quitter la pièce, une habitude que j'avais notée il y a des années sans comprendre. J'ai fermé mon carnet, l'ai glissé dans mon sac et suis retourné à la maison du lac après le crépuscule, où leur voiture était encore là, positionnée proprement comme des pièces sur un plateau. Je me suis déplacé silencieusement, mais pas absorbé par les planches de bois humides, la maison sombre à l'intérieur avec quelques lumières dans le couloir, des rires dérivant du salon, minces, malaisés, forcés, parlant de projection d'investissement, encore affamés même maintenant. Je me suis glissé dans le bureau sans être vu, l'air retenant encore la faible odeur de vieux livres et de cèdre, la lampe de bureau projetant un cercle doux de lumière autour du cabinet verrouillé.
Je me suis agenouillée et j'ai inséré la clé dans la fente métallique, qui s'est ouverte avec un clic qui semblait final. À l'intérieur se trouvaient des classeurs, fins, étiquetés seulement par année, une pile de notes de la main de mon grand-père, un petit appareil d'enregistrement, quelques emails imprimés et une unique enveloppe adressée à moi, scellée avec le même soin que la première. Je ne l'ai pas encore ouverte, triant d'abord les classeurs page après page confirmant ce que j'avais déjà tracé, les empreintes de mes parents sur des décisions qu'il avait dépouillées de son contrôle d'une manière qu'il n'avait jamais admise publiquement, des paiements arrondis, des notes écrites avec le phrasé juridique de mon père, un schéma de conseil qui ne correspondait pas au résultat. J'ai scanné ce qui comptait, stocké les copies numériques dans un dossier cloud et fait 2 sauvegardes, simples, professionnelles, propres. Dans le coin du bureau se trouvait une caméra, si petite qu'elle se fondait dans le cadre en bois de la bibliothèque, que je n'avais pas remarqué auparavant mais dont la lettre de mon grand-père disait tout ce que j'avais besoin de comprendre, la vérité n'est efficace que lorsque les bonnes personnes la voient. La maison du lac enregistrait tout, leurs actions, leurs mots, leurs intentions. Je me suis levé lentement, laissant la réalisation s'installer comme la poussière dans une pièce calme. Ce n'était pas une vengeance, c'était une administration effectuée par un système qu'il avait construit, maintenant placé entre mes mains. J'ai fermé le cabinet, les verrouillé à nouveau et glissé la clé dans ma poche, sans besoin d'annoncer quoi que ce soit pour l'instant. En revenant dans le couloir, j'ai entendu la voix de ma mère s'élever, nette et certaine, disant que Camille resterait en dehors de ça car elle n'avait jamais eu l'esprit pour les affaires complexes. Je me suis arrêté, invisible, leur voix remplissant la maison, confiant dans leurs hypothèses, inconscient que les murs écoutaient enfin. Je me suis détournée, stable et silencieuse, car cette fois je n'étais pas là pour être incluse, j'étais là pour finir ce qu'il avait commencé. La lumière du matin glissait sur le sol de la maison du lac en une fine ligne froide quand je suis revenue, mes parents déjà habillés, trop formels pour l'heure, trop composés pour ce qu'ils croyaient être encore sous leur contrôle. Chloé rôdait à proximité, tordant le bord de sa manche. Quand on a frappé à la porte, tous les 3 se sont redressés comme s'ils se préparaient à des applaudissements, mais ce n'était que Monsieur Brun, l'ami de longue date de mon grand-père, qui est entré calmement, portant un dossier et un petit appareil, hochant la tête vers moi d'abord, puis vers les autres, sans salutation. Le sourire de ma mère s'est crispé en demandant si c'était nécessaire, mais il n'a pas répondu, plaçant simplement le dossier sur la table et appuyant sur un bouton de l'appareil. La pièce s'est remplie du clic doux d'un fichier audio qui démarre, puis est venue la voix de mon grand-père, stable, inoubliable, enregistrée dans ce même bureau où mes parents avaient passé la veille à fouiller ses affaires. Si ceci est écouté, cela signifie que les conditions ont été remplies. Mon père a bougé, pris au dépourvu, tandis que l'expression de ma mère restait rigide. Grand-père a continué, j'ai fait confiance aux personnes les plus proches de moi pour gérer mon travail avec intégrité, certains ne l'ont pas fait, j'ai donc laissé des instructions pour garantir que la vérité soit vue clairement sans débat. Un deuxième clic, et des images sont apparues sur le petit écran, mes parents dans le bureau ouvrant les tiroirs, jetant des photos, évaluant les objets comme un inventaire, leur voix portant clairement des discussions sur la valeur immobilière, l'effet de levier, le droit. Ma mère s'est avancée en disant que c'était sorti de son contexte, mais Monsieur Brun a levé la main pour demander le silence. Un autre extrait a suivi, projetant cette fois des documents sur l'écran, paiements, notes, chiffres arrondis, les mêmes anomalies que j'avais encerclées dans mon carnet, les initiales de mon père apparaissant plus d'une fois, la signature de ma mère sur des notes consultatives qu'elle avait toujours prétendues routinières. Mon père a expiré brusquement, parlant de vieux papiers mal interprétés qui ne prouvaient rien, mais l'enregistrement a changé à nouveau, la voix de mon grand-père revenant plus douce, maintenant bordée de lassitude. « Camille, si tu entends ceci, tu as déjà vu ce qu'ils espéraient ne jamais être trouvés. La lecture du testament n'était pas la fin, c'était le début, et tout ce qui vient ensuite repose sur ce que tu choisis de faire avec la vérité qui a été enterrée. » Le calme de ma mère s'est fissuré, une lueur de panique traversant ses yeux alors qu'elle me disait d'arrêter ça, que je ne comprenais pas comment ces choses fonctionnaient. Mais je n'ai pas dit un mot. Monsieur Brun a ouvert le dossier, sortant un ensemble de documents propres, officiels, signés bien avant la mort de mon grand-père, déclarant que c'étaient les directives finales. Mon père et ma mère conservaient les propriétés qui leur étaient assignées, ma sœur conservait son trust, mais le reste de la succession, y compris le contrôle de la fondation de recherche de mon grand-père, était transféré à Camille seule.
Mon père s'est levé en disant qu'il contestait absolument cela, mais Brun a dit calmement que si c'était contesté, chaque actif reviendrait à la fondation en totalité, selon la stipulation d'Henri, ajoutant qu'il y avait aussi une clause concernant un éventuel examen juridique des travaux consultatifs passés, et il savait de quel travail il parlait. La pièce est devenue silencieuse, le souffle de ma mère s'est coupé, Chloé fixait le sol, les joues pâles. Je me suis avancée, non pas pour parler mais pour poser la clé du cabinet verrouillée sur la table, un petit son à peine audible qui a fait tressaillir ma mère comme si c'était un marteau de juge. Brun a croisé mon regard et a dit que tout ce qui restait était la reconnaissance. J'ai hoché la tête une fois, sans colère, sans cri de victoire, juste le clic net de quelque chose qui se met en place. Mes parents n'ont rien dit, non pas parce qu'ils étaient d'accord, mais parce qu'ils avaient enfin compris qu'il n'y avait plus rien à discuter. Derrière eux, le lac derrière la fenêtre restait immobile, le ponton ne craquait pas, même la maison semblait retenir son souffle. Le renversement n'était pas bruyant, il n'avait pas besoin de l'être. Je suis restée après le départ de tout le monde, laissant la maison du lac retrouver son calme naturel, l'air intérieur portant toujours la faible odeur de cèdre et de vieux papier, la trace de mon grand-père intacte après la tempête qui venait de passer. Je me tenais près de son bureau, le bout des doigts reposant sur le bord usé, le même endroit qu'il tapotait quand il réfléchissait, et maintenant cela ressemblait à une ligne de démarcation que j'avais enfin franchie. Dehors, l'eau bougeait à peine, une fine couche de brume planant au-dessus, montant et s'estompant en respiration lente. J'ai ouvert la porte et marché jusqu'au ponton, les planches fraîches sous mes pieds, les mêmes planches sur lesquelles je m'étais assise enfant avec un simple besoin de comprendre le monde. À l'époque, grand-père pointait la surface calme et disait « L'eau dormante dit la vérité si tu sais écouter ». Pour la première fois depuis des mois, j'ai écouté, pas d'écho de la voix de ma mère, pas de correction sèche de mon père, pas de sourire crispé de ma sœur, juste le clapotis doux du lac et le rythme régulier de ma propre respiration. Je n'ai pas rejoué ce qui s'était passé à l'intérieur, je ne me suis pas demandé s'ils ressentaient de la culpabilité ou de la perte, car leur réaction n'était plus à ma charge. Les documents, les enregistrements, la vérité, ils avaient fait leur travail, et ce qui restait m'appartenait seul. Le soleil a percé une brèche dans les nuages, posant une fine bande dorée sur l'eau, et je les regardais s'étirer vers moi, chaude et patiente comme une invitation. Le calme ne semblait plus vide, il semblait mérité. Je me suis assise au bord du ponton, laissant mes pieds planer au-dessus de la surface, l'air froid touchant ma peau légèrement, presque doucement, comme si le lac lui-même reconnaissait le changement. Pour la première fois, j'ai senti le début non pas de la justice, mais de la liberté. En fin de compte, ce ne sont pas les documents ou les enregistrements qui ont changé quoi que ce soit, c'était le silence qui a suivi, le genre qui ne s'installe que lorsque la vérité n'est plus remise en question. Certaines fins arrivent en silence, certaines libertés aussi. Je me recule du ponton, sachant que cette fois le calme m'appartient.